Merci Madame la Présidente. Le mix électrique français est l'héritage de choix politiques retenus en réponse au choc pétrolier et à différentes tensions géopolitiques du début des années 1970. La stratégie retenue a été celle du déploiement d'un parc de centrales nucléaires, maximisant la part de l'électricité dans le mix national. En 2015, la production nationale d'électricité s'établit ainsi à 568 TWh, dont 437 sont issus du parc nucléaire, 77%, 41 des centrales thermiques, 7%, le reste étant produit à partir d'énergies renouvelables, l'hydroélectricité, l'éolien et le photovoltaïque. L'infrastructure électrique nationale se caractérise également par un solde positif de la balance des échanges d'électrons avec nos voisins européens. Le solde extérieur des échanges physiques d'électricité s'établit toujours en 2015 à 64 TWh, représentant 11% de la production nationale d'électricité. Deux constats s'imposent alors. En premier lieu, celui de la souveraineté nationale en matière de production d'électricité. En second lieu, celui de la place de la France dans l'équilibre du réseau électrique de l'ouest de l'Europe, France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Italie et Espagne. La programmation pluriannuelle de l'énergie, tout comme le foisonnement des innovations dans le secteur énergétique, réinterroge les constats que je viens de vous exposer, lesquels fondent aujourd'hui l'équilibre technico-économique de notre système de production électrique. Ainsi, la souveraineté électrique nationale reste vulnérable à certains choix de politique énergétique. La perspective d'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques rend possible le transfert de la production d'électricité sur le territoire national à des entreprises étrangères. Autre exemple, le développement de capacités de production photovoltaïque ou éolienne détenues par des capitaux étrangers est un autre point de vigilance. S'agissant de l'équilibre du réseau électrique européen, il dépend, au-delà des orientations prises à l'échelon national, des politiques menées par les pays voisins. La cohérence de ces politiques européennes doit être assurée afin de ne pas créer une surcapacité de production qui réduirait les facultés d'amortissement des infrastructures nouvelles. Mes questions s'adressent à la Commission de régulation de l'énergie. Partagez-vous ces constats? Quelle est votre vision de l'équilibre entre souveraineté nationale et intégration européenne équilibrée? Et comment la PPE peut-elle y contribuer? Je vous remercie. Pour commencer, juste deux ou trois points. Le premier, c'est de répondre à la question de M. Bollot du MoDem sur l'équilibre entre souveraineté nationale en électricité et intégration européenne. Je dirais que l'Europe, elle existe. L'Europe des réseaux existe aujourd'hui. On est en France très bien interconnectés, ça on le sait, mais cette interconnexion, elle est utilisée de façon optimale. Donc on a vraiment une optimisation de la production dans l'intérêt général et puis également un secours mutuel. Lors des périodes de pointe, on sait tous que la France est globalement plutôt exportatrice à moyenne annuelle et qu'elle est importatrice au moment des pointes. Donc ça existe bien. On a également ce qui se développe et qui fonctionne plutôt bien, ce sont les codes réseau qui permettent d'optimiser encore plus avec des règles d'accès au réseau similaires en Europe pour que tel ou tel pays ne puisse pas favoriser sa production par rapport à tel autre. Donc tout ça fonctionne très bien. Alors où est-ce qu'on va ? Sur le paquet énergie-climat, nous, Creux, on a pris position dès le début avec 13 points qui nous posaient problème. On est plutôt satisfait de l'évolution du dialogue ou du trilogue, notamment aujourd'hui entre le Parlement et le Conseil. On est satisfait sur la plupart des points, on va dans la bonne direction. On a encore, en ce qui nous concerne, nos soucis de subsidiarité sur le règlement ACER, qui est en cours de discussion, avec là-dessus la position prise très récemment par le Conseil nous va très bien. Il faut un équilibre entre les pouvoirs du directeur de l'agence et les pouvoirs du board des régulateurs, et on espère qu'on ira dans la bonne direction. Sur la question des réseaux, je reviens peut-être sur ce qui avait été indiqué par ma voisine sur les scénarios RTE qui sont, en tout cas pour les deux, qui sont retenus fortement exportateurs. C'est vrai, c'est un point qu'on regarde. Je veux quand même dire qu'on a déjà eu dans le passé des années en France où la France a exporté autour de 90 voire 100 TWh. Donc passer à 130, 160, c'est vrai que c'est beaucoup. Le scénario prévoit un doublement des interconnexions. Alors, d'un point de vue technique, il y a de la logique, puisque plus vous mettez de renouvelables, plus vous allez avoir un foisonnement climatique qui va rendre intéressantes ces interconnexions. Donc ça a du sens. On a déjà en cours des développements avec l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Voilà, donc tout ça a du sens, même si effectivement c'est quand même un pari de savoir si on arrivera dans ces scénarios. On a effectivement une hausse des exportations françaises d'électricité. Monsieur Bollot, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Donc l'efficacité énergétique, à bien vous écouter les uns et les autres, c'est un sujet très technique. Dans sa définition la plus courante, elle correspond aux solutions permettant de réduire les consommations d'énergie à service rendu équivalent.
Donc le terme est donc associé à l'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments via les différentes réglementations techniques. Il concerne aussi l'industrie où la recherche d'un meilleur rendement énergétique représente d'importants gisements d'économie financière, sans oublier les applications dans le domaine des transports ou encore des équipements électroménagers. Mais il me semble cependant que l'optimisation du rendement énergétique ne peut s'affranchir d'une dimension humaine. En effet, en ayant les meilleures solutions techniques, si les utilisateurs de ces solutions techniques n'ont pas les bons comportements, on n'atteindra pas le potentiel envisagé. Mes questions s'adressent donc à l'ADEME. Selon vous, est-il opportun de cibler une dimension comportementale des usagers dans la thématique de l'efficacité énergétique? S'agit-il d'un domaine pourvoyeur d'économie d'énergie suffisamment importante pour s'y intéresser? Et quels sont les comportements à cibler? Je vous remercie. Si vous permettez, je vais enchaîner avec quelques points qui ont été évoqués. Donc, en particulier, la question qui a été ciblée pour l'ADEME là, sur les comportements et la dimension humaine dans les sujets. Donc là, oui, absolument. C'est-à-dire que je pense qu'on intègre maintenant de plus en plus cette dimension humaine dans les enjeux de transition, en intégrant les sciences humaines et sociales. Et donc, on a de plus en plus maintenant dans nos groupes de travail, dans nos réflexions et dans l'élaboration des politiques, donc des interventions de sociologues, d'économistes, etc. Donc, on dit par exemple que en matière de comportement, c'est plus facile de mettre ses idées en conformité avec ses comportements que ses comportements en conformité avec ses idées. C'est-à-dire que ça paraît paradoxal, mais c'est quand même le constat. Et donc, le schéma un peu simple selon lequel il suffit de convaincre quelqu'un rationnellement qu'il faut changer sa vie, ça ne marche pas très bien. Et donc, il faut avoir tout un tas d'entrées qui permettent après d'aboutir à ces changements de comportement. L'ADEME a mis sur son site depuis quelques mois un petit film qui explique en 3 minutes un peu cette approche. Et puis également, on a travaillé sur un gros guide d'aide finalement à l'évolution des comportements, sur comment faire, par quel biais rentrer, à titre individuel, collectif, le groupe, les voisins, les influenceurs, etc. Donc c'est une dimension qui se renforce, que ce soit dans le bâtiment, dans les transports, etc.